Et avec nous en plateau pour en parler, Elie Tenenbaum et Marc Ecker. Vous êtes tous les deux chercheurs à l'Institut français des relations internationales et vous venez de publier La guerre des 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXe siècle. C'est sorti aux éditions Robert Laffont. Alors dans ce livre, vous dressez un panorama complet du développement du terrorisme dans le monde lors de ces 20 dernières années et les stratégies également mises en place pour le contrer. Alors première question concernant le titre de ce livre, pourquoi vous l'avez appelé La guerre de 20 ans? Oui, alors c'est Marc Ecker. Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle. Vous avez dit 20e, c'est bien 21e. Absolument. Parce qu'on part de 2001, point de départ, surprise stratégique à l'époque et ouverture d'un nouveau cycle stratégique qui dure jusqu'à aujourd'hui, 2021, effectivement 20 ans plus tard. Et la question qu'on se pose, c'est est-on arrivé au bout de ce cycle? Pour ne rien vous cacher, au départ, quand on a commencé ce projet, il y a quelques années, on envisageait comme titre une guerre sans fin, peut-être. Mais notre thèse, c'est qu'on arrive maintenant au bout d'un cycle. Il y a une lassitude du côté notamment des États-Unis qui veulent refermer la parenthèse et qui veulent passer à autre chose, se concentrer sur d'autres défis, notamment la montée en puissance de la Chine qui requiert des ressources importantes. Alors on va en reparler dans un instant. Vous partez surtout du 11 septembre 2001 dans ce livre. Je vous propose justement d'écouter ce discours prononcé par George Bush au lendemain des attentats du World Trade Center, discours qui marque en fait le début de l'offensive contre le terrorisme. Écoutez. Le peuple américain doit savoir que nous faisons face à un ennemi différent tel que nous n'en avons jamais eu. Cet ennemi se cache dans l'ombre et n'a pas d'intérêt pour la vie humaine. C'est un ennemi qui s'attaque à des innocents puis se met à l'abri, mais il ne sera pas capable de s'abriter pour toujours. C'est un ennemi qui n'a pas seulement attaqué notre peuple, mais aussi tous les peuples attachés à la liberté partout dans le monde. Les États-Unis utiliseront tous les moyens pour vaincre cet ennemi. Nous rassemblerons le monde, nous serons patients, nous restons concentrés et inébranlables sur notre objectif. Ce combat prendra du temps et sera résolu, mais ne vous méprenez pas, nous gagnerons. Elie Tenenbaum, qu'est-ce que le 11 septembre 2001 a changé dans la lutte contre le terrorisme? Beaucoup de choses. Alors, en fait, avant le 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme existait déjà. Depuis les années 70, les attentats de Munich, il y avait une coordination internationale. On parlait de lutte contre le terrorisme. Ce que le 11 septembre a changé, c'est que ce qu'on a bien entendu dans l'extrait que vous avez montré, tout d'un coup, il s'est agi d'une guerre. L'ampleur des destructions, le jour même, évidemment, à New York et à Washington, l'impact psychologique de l'effet et le choix de l'administration américaine de désigner l'adversaire en tant qu'ennemi et la campagne à venir en tant que guerre a transformé radicalement l'ampleur de ce qu'était la lutte contre le terrorisme avec une ambition beaucoup plus importante, celle notamment de renverser les régimes qui étaient désignés comme des soutiens du terrorisme jusqu'alors, le régime des talibans en Afghanistan, au premier chef, dès le mois de novembre 2001, et puis dans un second temps, le régime de Saddam Hussein en Irak, dont les liens avec le terrorisme continuent à faire débat, mais qui ont transformé radicalement la nature de la réponse. Vous dites justement que l'intervention en Irak, c'est une des erreurs majeures dans cette lutte contre le terrorisme. Oui, parce que finalement, au lendemain de l'invasion de l'Afghanistan, Al-Qaïda avait été chassé du pays, les talibans avaient été effectivement mis en fuite et l'organisation djihadiste principale qui était Al-Qaïda était largement déstructurée, désorganisée, déstabilisée. Simplement, en s'attaquant à un autre adversaire dont en fait le lien avec le djihadisme international était assez ténu, qui était Saddam Hussein, les États-Unis ont finalement permis à cette mouvance de se remettre en selle, notamment sur le principe de la lutte contre l'impérialisme américain, en nouant des alliances locales avec des filières irakiennes, ce qui allait devenir par la suite, sans franchir les étapes, l'État islamique. Marc Ecker, le monde compterait aujourd'hui entre 100 000 et 200 000 djihadistes, soit 2 à 3 fois plus qu'en 2001. Comment on explique cela ? C'est une étude d'un think tank américain de 2018 qui donne ces chiffres. Comment on l'explique? On explique cela par, d'une part, un certain échec de la guerre contre le terrorisme, puisque l'objectif c'était d'éradiquer
les terroristes. C'était ce que disait George W. Bush. Donc ça, il n'y est pas arrivé. Mais non seulement il n'y est pas arrivé, mais l'idéologie djihadiste continue à attirer. Et on voit bien que ces interventions ne permettent pas de résoudre les problèmes politiques et sociaux des sociétés qui sont concernées par cette émergence du djihadisme. Et donc, voilà, on a une poursuite du phénomène et en un sens même, une accentuation. Alors pourtant, vous dites que les noyaux durs d'Al-Qaïda et de Daesh ont été considérablement réduits. Alors à quoi ressemble la carte du djihadisme aujourd'hui? Et surtout, est-ce que ce sont plusieurs petites organisations qui cohabitent? Alors, on dit ça parce que le contre-terrorisme s'évertue à cibler les chefs et les cadres intermédiaires. Et ça fonctionne dans le sens où il y a régulièrement des éliminations, mais une régénération de ces groupes derrière. Alors ce qu'on voit, c'est que Al-Qaïda, pour survivre à cette stratégie de ciblage, qui au départ était concentrée sur les grands chefs en Afghanistan, s'est décentralisé, a créé des filiales. Elie a mentionné l'Irak, mais ensuite il y a eu le Maghreb islamique, la péninsule arabique, etc. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une certaine résilience de l'organisation par cette décentralisation, mais en même temps, ça pose la question des liens de commandement entre le centre et la périphérie. Et là, il semblerait quand même qu'aujourd'hui, ces liens soient très ténus et que la dimension locale soit très importante sur chacun de ces théâtres. Pourtant, Elie Tenenbaum, on se rend compte que le djihadisme a du mal à porter un projet politique. On l'a vu notamment avec la chute du califat de l'État islamique. Alors il porte un projet politique et il a du mal à se faire accepter sur le long terme dans ce projet politique. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, effectivement, au Nord Mali, en zone syro-irakienne, finalement l'intransigeance, le sectarisme des djihadistes conduisent à se mettre à dos non seulement l'ensemble des voisins, de la communauté internationale, mais aussi d'une bonne partie des populations. Donc c'est cette question finalement de l'acceptabilité dans le long terme de ce projet. Et en même temps, on voit un certain nombre de zones dans lesquelles il y a un ancrage durable. En Somalie, finalement, aujourd'hui, les Chebabs sont là depuis longtemps. Et en Afghanistan, les talibans, aujourd'hui, ont réussi à s'imposer. J'allais justement vous poser une question sur l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le continent africain, et notamment le Sahel, est la terre d'avenir du djihadisme? Le djihadisme, il est opportuniste et il cherche évidemment à exploiter, notamment dans les pays à majorité musulmane, toutes les faiblesses. Et évidemment, l'Afrique, malheureusement, en cumule beaucoup. C'est un continent en pleine croissance démographique qui crée tout un tas d'instabilités, qui est particulièrement explosé au changement climatique. Et tous ces critères-là, on les voit aujourd'hui à l'œuvre dans les rouages qu'utilisent les djihadistes au Sahel, dans la zone du lac Tchad, en Afrique centrale, au Mozambique, en Somalie, pour s'implanter et pour tirer leur épingle du jeu. Alors vous l'avez vu, aujourd'hui, un journaliste français, Olivier Dubois, a été enlevé au Mali par un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, selon ses dires. En tout cas, quel est l'objectif recherché selon vous dans ce type de prise d'otage encore aujourd'hui ? Il s'agit d'abord d'avoir une exposition internationale maximale, et le fait même que vous en parliez voilà, à la une de votre journal, c'est ce qu'ils recherchent en fait. Ça fait clairement partie du travail. Ensuite, pendant un temps, les djihadistes au Maghreb vivaient des rançons qui étaient payées par les otages. Il y avait une véritable dimension c'est encore le cas aujourd'hui mercantile. C'est moins le cas aujourd'hui. De fait, leur implantation territoriale leur permet aussi de vivre sur le dos des populations, et ces grands enlèvements permettent aussi de négocier, et on l'a vu dans le cas de la libération de Sophie Pétronin, la libération de certains de leurs prisonniers, et des fois d'un grand nombre d'entre eux. Marc Ecker, vous dites également dans votre livre que les djihadistes cherchent finalement à semer des petites graines de la guerre civile. C'est le cas en France, par exemple. C'est ce qu'ils recherchent. Il semblerait effectivement que ce soit la stratégie des groupes djihadistes, en particulier de Daesh, de semer la discorde au sein de la population. Quel est l'objectif final en fait en faisant ça ? Ils veulent vraiment créer le chaos. Ils sont dans une logique de guerre des civilisations. Et l'idée, c'est de nous affaiblir, d'affaiblir notre société. Et il y a toute une théorie djihadiste qui existe là-dessus, qui existe à ce sujet, qui consiste à créer le chaos pour ensuite recréer un ordre djihadiste. Et il faut bien voir ça, c'est que les djihadistes ont des stratèges, ont une logique stratégique, et c'est ce qu'on s'est évertué à démontrer
dans cet ouvrage, qui n'est pas qu'une synthèse, c'est aussi vraiment la volonté de montrer ces engrenages stratégiques qui peuvent exister. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand ils commencent à militer dans une société, les djihadistes ont en général une base populaire qui est extrêmement faible. La dynamique du terrorisme et ensuite du chaos qu'explique Marc et qui est évidemment effectivement théorisé par les djihadistes, elle permet de polariser une société, de créer une crispation qui va faire que tout parti de la communauté visée dans le pays va devoir se rallier par des formes de prophéties autoréalisatrices. Alors en Irak, ça pouvait être la population sunnite, au Maghreb, au Sahel, ça peut être certaines minorités ethniques, les Touaregs, les Peuls. En France, ça va être une autre forme de minorité, mais qui vont se retrouver finalement pris en étau entre la logique du djihadisme d'un côté et la logique de la réaction, des représailles de l'autre, qui parfois sont des surréactions. Heureusement, ça n'a pas trop été le cas en France, mais qui finalement va jeter une partie de la population dans les bras de l'insurrection. Marc Ecker, il y a eu des centaines de milliards de dollars depuis 20 ans dépensés dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'on voit dans votre livre. Pourquoi la menace est-elle encore aussi élevée? Est-ce qu'on peut parler d'échec? Les chiffres donnent le tournis, effectivement. Le coût de cette guerre globale contre le terrorisme est vraiment fou. On voit que les stratégies militaires, en tout cas, ont atteint leurs limites. Et beaucoup de choses ont été tentées. La contre-insurrection, le contre-terrorisme dit plus, qui a été promu par Joe Biden quand il était vice-président à l'époque. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il faut essayer de trouver des solutions locales aux problèmes politiques et sociaux des sociétés qui sont déchirées. Dans la dernière partie de votre livre, vous faites ce constat, je cite, « Le djihadisme est là pour rester. Il ne faut pas se leurrer sur les efforts et les sacrifices que ses partisans sont prêts à consentir pour parvenir à leur fin. » Si je comprends bien, on est parti pour une guerre de 30, 40 ans ou plus? Alors non, parce qu'on arrive quand même au bout d'un cycle stratégique. C'est ça votre conclusion, fin de cycle? La lutte va se poursuivre parce que la menace est encore là, mais avec des moyens beaucoup plus légers que la guerre telle qu'on l'a connue depuis 20 ans. Il n'y aura plus de grandes opérations militaires, sauf s'il y a à nouveau une surprise stratégique de l'ampleur du 11 septembre 2001 ou de la restauration du califat en 2014. Elie Tenenbaum, pour conclure en 30 secondes, est-ce qu'il y a la place pour un autre terrorisme? Est-ce qu'il va prendre une autre forme donc demain, si je comprends bien ce terrorisme? Le terrorisme a montré qu'il était toujours en innovation, en mutation. C'est un caméléon qui prend la couleur des sociétés dans lesquelles il s'implante. Le contre-terrorisme aussi évolue. Et c'est un équilibre, un dosage à rechercher qui est difficile, mais dont va dépendre la sécurité de demain. Merci beaucoup, messieurs, Marc Ecker et Elie Tenenbaum, d'être venus sur le plateau de TV5 Monde pour ce livre très intéressant qui s'appelle « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle », donc sorti aux éditions Robert Laffont. Merci à tous les deux.